Bonjour à toutes et tous. Dans cette première partie, nous allons nous atteler à bien définir et à bien comprendre les caractéristiques du harcèlement. C'est quelque chose d'important parce que le harcèlement, d'abord, c'est un phénomène complexe et ensuite, c'est un phénomène contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on peut facilement commettre des erreurs avec toute la meilleure volonté du monde quand on veut intervenir ou mettre en place des actions pour prévenir le harcèlement. Et du coup, c'est très important de bien comprendre ce qu'il est et ce qu'il n'est pas et quelles sont ses caractéristiques. Le harcèlement, c'est une forme de violence, c'est une forme d'agression. Et pourquoi est-ce que tout d'un coup, les chercheurs se sont dit « tiens, on va fabriquer ce terme de harcèlement qui serait distinct des autres », c'est parce qu'il y a deux choses qui les ont interpellés vraiment fortement. Le premier, c'est que c'était quelque chose qui devenait chronique, qui se répétait dans le temps. Ils se sont rendus compte que ça faisait beaucoup de dégâts sur les victimes. Et le deuxième élément, c'est le déséquilibre de pouvoir. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une bagarre ou des disputes avec des gens qui s'embêtent les uns les autres. C'est vraiment une personne qui se fait embêter par une ou plusieurs autres, qui voudrait que ça s'arrête, qui essaye que ça s'arrête, mais ça ne s'arrête pas. Et elle ne sait pas comment faire pour que ça s'arrête. Et donc ce déséquilibre-là, il est vraiment important et c'est vraiment une des choses qui a fait qu'on s'est dit on va désigner ça sous un autre terme que juste de la violence ou de l'agression. C'est une forme chronique et déséquilibrée d'agression et du coup ça a des conséquences plus fortes sur les personnes qui en sont victimes. Le harcèlement, il peut se manifester de plein de formes différentes. Les plus courantes, c'est les formes verbales, donc les moqueries, les insultes, les menaces, mais aussi physiques. On pense à les bousculades, tirer les cheveux, donner des coups de pied, des coups de poing. Donc voilà, tout ce qui est porter atteinte à l'intégrité physique de la personne. Il y a aussi tout ce qui est un peu plus subtil, donc qui est relationnel ou social. C'est-à-dire, je vais essayer de piquer la meilleure amie de quelqu'un, je vais faire courir une rumeur, je vais essayer d'isoler quelqu'un pour qu'on ne l'invite pas ou qu'il ne participe pas à une activité. Je vais nier quelqu'un, donc il est là mais je ne lui parle pas, je ne le regarde pas, je ne lui adresse pas la parole. Il peut y avoir aussi évidemment aujourd'hui des formes qu'on va appeler de cyberharcèlement, c'est-à-dire via des textos, via des médias sociaux, via Internet, toutes les formes qu'on peut imaginer avec des images, des vidéos, etc. Il y a aussi des formes qui peuvent être matérielles. Je vais cacher les affaires de gym de quelqu'un ou lui piquer une de ses chaussures et quand il revient de la gymnastique, il doit se rhabiller, il lui manque une chaussure. Je vais abîmer ses affaires, jeter de l'encre sur sa veste, verser du coca dans son sac, des choses comme ça. Donc c'est extrêmement varié. Ça peut aussi prendre des formes qui sont du harcèlement sexuel et aussi toutes des formes discriminatoires, donc liées au genre, à l'apparence physique, à la religion, à l'orientation sexuelle, etc., au fait que les gens ils ont un handicap. Donc voilà, c'est extrêmement varié et donc ce n'est pas la forme extérieure du comportement qui définit ce que c'est le harcèlement, c'est vraiment plutôt cette relation déséquilibrée, un peu malsaine qui se noue entre les personnes. Au niveau de la prévalence, quand on regarde ce qu'on a à la fois dans les enquêtes internationales et dans les enquêtes qui ont été faites ici en Belgique, on est sur une fourchette assez large qui est entre 10 et 30% des jeunes, soit victimes, soit auteurs de harcèlement. Donc ils sont directement impliqués dans un phénomène de harcèlement. Et donc, ça fait quand même beaucoup. Et donc, on peut ergoter, savoir si on est à 10 ou 30, mais on est sur une proportion significative des jeunes qui, sur une année scolaire, sont concernés, ce qui veut dire que probablement, sur toute une scolarité obligatoire, il y en a plus que ça qui sont confrontés à du harcèlement. Et alors, on sait aussi que l'immense majorité des jeunes sont témoins de harcèlement. Donc ça, on est au-dessus de 90% des jeunes qui nous disent « oui, j'ai été témoin d'une situation de harcèlement dans mon école ou dans ma classe ». Le terme de harcèlement, c'est un peu un faux ami, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un terme qui vient du monde des adultes. On parle de harcèlement entre jeunes et on imagine que ça a un rapport avec le harcèlement entre adultes, ce qui est en fait assez lointainement le cas, pour plusieurs raisons. D'abord, le harcèlement entre jeunes est souvent un harcèlement de groupe. Dans la très grande majorité des cas, c'est un harcèlement de groupe, alors que le harcèlement entre adultes est dans la majorité des cas un harcèlement interpersonnel. La deuxième raison pour laquelle il y a vraiment de grandes différences entre le harcèlement entre jeunes et le harcèlement entre adultes, c'est parce que dans le harcèlement entre adultes, il y a tout un tas de procédures qui existent. Par exemple, si vous êtes harcelé sur votre lieu de travail par un collègue, un supérieur hiérarchique, vous pouvez aller trouver votre service externe de prévention, vous pouvez déposer des plaintes. Il y a différentes plaintes qui sont prévues, des plaintes formelles, informelles, etc., collectives, alors que dans le harcèlement entre jeunes, tout ça, ça n'existe pas. C'est d'ailleurs une des frustrations principales pour les parents, c'est que quand ils vont déposer une plainte contre un autre enfant parce qu'ils harcèlent leur enfant, ils s'imaginent que dès le lendemain, des choses vont être mises en place. Or, c'est rarement le cas. En réalité, c'est un temps très long que le temps judiciaire. Le dépôt de plainte doit être suivi d'une enquête policière et puis le procureur du roi peut décider de ne pas retenir la plainte. La troisième raison pour laquelle le mot de harcèlement n'est pas vraiment le meilleur au monde, c'est parce que quand on pense à harcèlement, justement, on pense au harcèlement entre adultes qui est un phénomène grave, qui est un phénomène pénalisable et donc on s'imagine que le harcèlement, en tout cas dans ses phases précoces
entre jeunes n'est pas du harcèlement. Et on va douter de la parole des victimes. Quand un jeune vient vous voir en disant qu'il a été bousculé dans l'escalier, qu'il a été moqué alors qu'il venait faire une présentation au tableau, qu'on a mis sur lui des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux, on ne pense pas que c'est suffisamment grave pour rentrer dans la définition de ce qu'est la représentation de ce qu'est pour nous le harcèlement. Et donc, assez malheureusement, ce terme de harcèlement, parce qu'il est un terme grave, va faire qu'on va douter de la parole des victimes et qu'on va minimiser le phénomène et qu'on va attendre qu'il ait acquis une certaine gravité, une certaine sévérité pour là accepter de le qualifier de harcèlement. Donc pour toutes ces raisons, le terme de harcèlement n'est pas forcément le meilleur. D'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, on utilise d'autres termes. Par exemple, on utilise le terme de bullying, ça c'est un professeur du nom d'Olweus, un professeur norvégien, qui a forgé ce terme. Bully, c'est l'enfant qui va développer des comportements agressifs vis-à-vis d'autres enfants. On parle aussi de mobbing, ça c'est un autre professeur, le professeur Picasse, qui lui parle de mobbing dans le sens de, vous savez, mob c'est la foule, comme dans Flash Mob, et donc le terme de mobbing se concentre plus sur le fait que c'est un phénomène de groupe, et donc c'est un terme, on va dire, plus adéquat. Donc évidemment, le terme de harcèlement nous sert parce que quand on parle de harcèlement globalement dans la communauté éducative, on voit plus ou moins de quoi on parle. Malheureusement, c'est un terme assez inadéquat qui peut avoir des conséquences assez embêtantes pour les professionnels comme pour les familles. De manière générale, à l'adolescence, les dynamiques de harcèlement sont des dynamiques de groupe. Et donc le groupe joue un rôle important dans le harcèlement également. Ça tient à la spécificité de l'adolescence. L'adolescence est une période durant laquelle le jeune doit se distancier par rapport à ses figures parentales, puisqu'il y a le fameux enjeu oedipien qui est présent. Cet enjeu oedipien fait qu'une jeune fille de 15 ans, par exemple, ne va pas pouvoir continuer à monter sur les genoux de son papa comme quand elle en avait 5. Même chose pour les garçons, il y a une distance physique qui doit s'installer entre les jeunes et leurs parents, et de même il y a une distance psychique également qui doit s'installer. Mais ces jeunes ne sont pas autonomes pour autant. Ils ont encore besoin les uns des autres, ils sont en pleine construction, ils ont encore besoin de modèles d'identification. Et donc ces modèles d'identification et ce support à la construction, ils vont la trouver non plus chez leurs parents, mais vers d'autres jeunes. Et donc les enjeux de groupe, les enjeux relationnels entre les jeunes sont extrêmement importants pour eux parce que c'est vraiment nécessaire à la poursuite de leur construction psychique. Et si vous prenez maintenant des adolescents qui ne se sont pas choisis et que vous les mettez ensemble sans accompagner la dynamique groupale, eh bien comme dans tout groupe humain, j'ai envie de dire, il va y avoir des phénomènes d'exclusion, d'isolement, de rejet, de harcèlement éventuel, qui sont d'autant plus amplifiés, effectivement, que l'engagement affectif des jeunes au sein de ces groupes d'appartenance est importante. Et donc, il est de la responsabilité des personnes, des adultes, qui mettent ces jeunes en place pour accompagner ce groupe et faire en sorte que ce groupe fonctionne bien. Ce n'est pas spontané. Le problème, c'est que malheureusement, dans l'enseignement, il est traditionnel d'organiser des groupes classes, de rassembler des jeunes qui ne se sont pas choisis et de ne pas du tout faire attention à cette dynamique de groupe, de ne pas du tout l'accompagner, de laisser les jeunes se débrouiller seuls et de devoir gérer seuls des dynamiques qui vont à la dérive, telles que effectivement le rejet, le bouc émissaire, le harcèlement scolaire. En fait, l'idée centrale, c'est aussi bien les auteurs de harcèlement que les victimes voient que d'autres voient ce qui se passe. Donc moi, je suis victime ou je suis auteur, je fais quelque chose, ou on me fait quelque chose, et je constate que des gens autour de moi voient ce qui se passe. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? La majorité des élèves sont témoins de situations de harcèlement dans leur vie, mais malheureusement, la majorité des élèves qui sont témoins ne réagissent pas. En tout cas, ne s'opposent pas au harcèlement. Et ça va avoir des conséquences sur les victimes et les auteurs. En fait, ça va leur envoyer un message. À la victime, ça va envoyer un message genre, toi, ça te fait mal, mais les autres ne réagissent pas et ont l'air de trouver ça soit drôle, soit normal parce qu'ils ne bougent pas. Donc, ok, ça doit être de ta faute. En tout cas, la victime, c'est ce qu'elle peut vite ressentir, c'est qu'elles ne se sont pas soutenues par les autres et donc elle se pose plein de questions en disant mais pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi les autres ne bougent pas, est-ce que c'est normal? Et ils s'en posent d'autant plus quand ils voient que des adultes se rendent compte de la situation mais ne réagissent pas. Du côté des auteurs, c'est aussi cette idée-là. Je suis auteur de harcèlement, j'essaie d'embêter quelqu'un, ok, et puis je vois que les autres autour regardent, ils sourient ou ils disent rien, voire ils détournent un peu la tête. Je me dis ok, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça m'envoie comme message? Ça me dit comme message, vas-y, continue. Il n'y a personne qui dit ce que tu fais, ça ne va pas. D'autant plus évidemment si c'est un adulte qui est témoin
et que l'adulte ne réagit pas, l'auteur va se dire « Ok, feu vert, je peux y aller ».